Bonjour à tous. Voilà. Merci au Collège de permettre que la session orthogénie soit pérenne et donc nous permettre chaque année d'échanger sur des sujets qui intéressent bien sûr tous ceux qui sont présents dans la salle. Et donc je laisse la parole à mon co-modérateur pour annoncer la première présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser la parole à Karima Bétard qui va nous faire une mise à jour des recommandations pour la pratique des IVG entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée. Merci beaucoup de me permettre d'aborder ce sujet qui est l'extension de l'IVG et comment s'y prendre. Et je me place du côté du médecin qui ne connaît rien en termes de loi et compagnie. Et vous le savez, depuis 2020, on nous annonçait cet allongement de la loi. Ça a duré, et d'un coup, pouf, le 2 mars 2022, la loi est votée et les femmes peuvent bénéficier d'une IVG entre 14 à 16 semaines. Alors, les médecins que nous sommes, on se téléphonait, on se demandait, mais il y a des décrets, il faut attendre. Eh bien non, il ne fallait pas attendre, parce que le 3 mars, il fallait qu'on agisse. Et donc, un peu dans l'urgence, puisqu'on est tellement habitué aux décrets d'application qu'on ne s'imaginait pas que la loi passe, pouf, on applique. Tant mieux pour les femmes, la loi est passée, mais après, il fallait s'organiser dans les services. Il fallait être conforme à la loi, et une patiente qui vient le 3 mars, eh bien, il fallait pouvoir la prendre en charge. Donc, côté chirurgical, il a fallu se renseigner sur les méthodes, sur les pinces à utiliser, etc. Et puis, il y avait notre expérience des IMG, puisqu'on n'a pas attendu la prolongation de l'IVG pour savoir prendre en charge une interruption de grossesse, quel qu'en soit le motif, au 2e trimestre. Alors, j'ai retrouvé des textes de l'HAS que j'ai trouvés extrêmement intéressants, qui datent de 2018. Et dans ce texte, on nous dit qu'en 2016, il y a eu 14 000 IVG pour malformation fœtale, sans aspiration, ni curetage, ni hystérectomie. La belle affaire. On n'apprenait rien, mais on a des chiffres. Et puis, si on rajoute le nombre de morts in utero, il est estimé entre 5 000 et 6 000 par an. Toujours pour citer l'HAS, le collège de l'HAS considère que le misoprostol peut faire l'objet d'une prise en charge dérogatoire dans l'indication prise en charge des interruptions médicales de grossesse, IMG, et des cas de mort fœtale au-delà de 14 semaines en association avec la mifepristone si le prescripteur estime qu'elles sont indispensables pour la prise en charge de ces patientes. Maintenant, tournons-nous un petit peu côté IVG. Et côté IVG, on nous dit non, vous faites du médicamenteux jusqu'à 9 semaines, mais après, c'est du chirurgical. Et là, ça commence un petit peu à coincer, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas les moyens de faire une prise en charge chirurgicale, et dans tout ça, moi, je trouve que ce sont les femmes qui payent les pots cassés à obliger des médecins à choisir une technique par rapport à une autre. C'est comme si on obligeait les obstétriciens à utiliser le forceps et lui interdire d'utiliser la ventouse. Excusez-moi de cette digression. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, puisque les avortements au 2e trimestre, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on n'a rien inventé en France. Il y a quand même 56 millions d'IVG dans le monde, une majorité au 1er trimestre, mais aux USA, 7% sont faites entre 14 et 20 semaines, et au Royaume-Uni, 10% sont faites au-delà de 12 semaines. Aux USA, ils sont plutôt chires. Au Royaume-Uni, Europe, ils sont plutôt médicamenteux. Mais en fait, c'est selon la maîtrise des équipes et puis les moyens qu'on peut mettre pour prendre en charge ces patientes. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre la cartographie de l'IVG et de pointer l'horreur qui s'est passée aux États-Unis pour dire nous devons être vigilants à tous les niveaux, y compris au niveau médical. Les protocoles recommandés, il y en a 2. Littérature internationale, dans les 2, on donne de la mifégine à 200 milligrammes, et 24 à 48 heures, on peut donner 400 microgrammes de misoprostol, la voie qu'on aura choisie. Ça, ce sont les recommandations et de l'OMS et les recommandations du Collège américain. Ou alors, on peut donner 800
microgrammes de misoprostol. La voie qu'on souhaite, ce sont les recommandations du collège anglais en 2011. Et dans les deux cas, on peut renouveler toutes les 3 heures à raison de 400 microgrammes de misoprostol. Avant 2017, on nous disait, attention, il y a une dose maximale, donc il faut donner 4 doses maximales. On ne renouvelle pas au-delà, c'est dangereux. Donc certains passaient à la technique chirurgicale, d'autres redonnaient de la mifepristone et recommençaient le lendemain, donc poursuivaient la prise en charge. Donc on est au-delà de 24 heures, pas top. Après 2017, il n'y a pas de recommandation sur une dose maximale. On ne limite pas les doses. Alors, j'ai pris quelques articles pour souligner ce que je suis en train de vous dire. Dans ce travail qui évalue l'avortement au 2e trimestre, et vous voyez que ça va jusqu'à 22 semaines, eh bien, si on s'intéresse aux 13-16 semaines, si on s'intéresse au délai d'évacuation, on est entre 6 et 7 heures. Si on s'intéresse au nombre de prises de misoprostol, on est entre 2 et 3. Si on s'intéresse à la douleur, eh bien la douleur, le VA est estimé entre 3,8 et 5. Et surtout l'acceptabilité qui est excellente puisque vous avez des chiffres qui sont largement au-delà de 90%. Dans ce travail, j'ai voulu pointer le fait que différentes équipes, et là c'était une étude internationale, multicentrique, où la même étude a été faite dans 6 pays, et au final le taux de succès est aux alentours de 92%, mais dans 4 études sur 6, on ne limite pas les doses de misoprostol, mais en sachant qu'on arrive rarement à donner plus de 4. Dans le second trimestre, si on fait la revue de la littérature entre 13 et 24 semaines, la mifepristone est donnée à 200, je répète. Dans ce travail, ils ont donné 800 microgrammes répétés à 400 microgrammes par 3 heures. L'efficacité dans ce travail était de 97% avec un délai d'expulsion de 6 heures. Ces auteurs ont comparé les 2 techniques, chirurgicales, médicamenteuses, sur 8 ans. Les effectifs ne sont pas énormes, mais ça nous donne une petite idée. Eh bien, il n'y a pas de catastrophe côté médicamenteux. On peut dire que les 2 techniques sont équivalentes en termes de complications ou d'effets secondaires. Dans ce travail que nous avons publié cette année, je voulais vous montrer finalement si on s'intéressait aux avantages et aux inconvénients de chaque technique. Pour l'IVG médicamenteuse, c'est qu'il n'y a pas de geste chirurgical, il n'y a pas d'anesthésie et il y a moins de délai d'attente parce que, attention, il faut qu'on parle de ce qu'on vit au quotidien. Et on sait qu'il y a énormément d'équipes et d'endroits en France où il y a des difficultés à accéder à un bloc opératoire. On connaît le manque de personnel, donc je ne vous apprends rien. Les inconvénients de la méthode médicamenteuse, c'est que la procédure nécessite plusieurs heures, il y a un risque d'échec, certes, il y a des saignements et puis il y a les effets secondaires des médicaments que nous donnons. Côté chirurgical, les échecs sont rares, la procédure est courte, mais il y a un risque anesthésique, il y a des cas d'infection, de perforation utérine, de synéchie, il y a des risques hémorragiques, risque de béance et puis, surtout, la nécessité d'avoir un opérateur entraîné. Dans nos médicaments, enfin les effets secondaires de nos médicaments, saignement, douleur, je pense que ce qui peut rebuter certains collègues, c'est de dire comment gérer ces douleurs. Il y a des protocoles et je pense qu'on ne peut décemment pas proposer à une femme une IVG médicamenteuse sans avoir peaufiné le protocole antalgique. Le protocole antalgique qui est débuté bien avant de donner nos médicaments parce que la douleur est là, elle est réelle, mais avec un bon protocole, les patientes sont soulagées et satisfaites. Après, toutes les patientes ne vont pas choisir la médicamenteuse pour les raisons qui sont les leurs, mais on peut aussi avoir une piste pour se dire telle patiente n'est peut-être pas apte à bénéficier de la technique médicamenteuse. On peut parfois être frappé par le jeune âge, la nulliparité, le faible niveau d'éducation. Tous ces éléments font
que la perception de la douleur peut être augmentée, donc un protocole antalgique adapté. Au CHU de Strasbourg, on utilise le protocole anglais, 800 renouvelé à 400. En 2022, on a fait 34 IVG entre 14 et 16 semaines, 21 médicamenteuses, 13 chirurgicales. Elles se sont toutes bien passées. En 2021, je me suis dit, je vais comparer qu'est-ce qu'on avait finalement, puisque à Strasbourg, une patiente qui venait au-delà de 14 semaines, eh bien, on la reçoit, on écoute sa demande et s'il y a besoin, on fait une IMG pour détresse maternelle. En 2021, nous avons réalisé 11 IMG pour détresse entre 14 et 16, 7 médicamenteuses, 4 chirurgicales, et en même temps, on a fait 128 IMG pour anomalie fœtale. La prise en charge médicamenteuse à Strasbourg a été pensée comme on avait pensé les IMG pour malformation fœtale, accueillir ces femmes avec douceur, avec dignité, les prendre en compte dans leur globalité avec leur histoire. Il n'y a pas qu'un avortement à faire, il y a un tout. Et en faisant ça, je pense que nous proposons à des femmes qui souhaitent la technique médicamenteuse une prise en charge adaptée à ce qu'elles souhaitaient. Alors j'aimerais revenir sur les textes publics, puisque on nous a dit que l'allongement de 2 semaines qui s'est inscrit dans la loi a été nécessaire parce que 2000 femmes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Ce sont souvent les femmes les plus éloignées du système de soins, il est bon de le souligner, de l'accès à l'information sanitaire ou des femmes dans des situations personnelles complexes. Soit. Mais éviter à certaines femmes d'aller à l'étranger, ok, mais qu'en est-il des voyages dans notre propre pays ? Combien de femmes se font refouler parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas les moyens de faire une chirurgicale, qui disent « nous on ne fait pas, allez voir à côté ». Nous on fait chirurgicale, mais jusqu'à 12 semaines, après on ne fait pas. Mais on n'a pas le droit de faire de la médicamenteuse. Est-ce que vous trouvez que c'est audible ? Pour moi, c'est inaudible parce que les patientes voyagent d'un centre à l'autre et arrivent régulièrement avec des dépassements de terme parce qu'elles n'ont pas trouvé une équipe qui les accueille. Et ça, je trouve ça honteux. Et je trouve qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Nous avons à notre disposition 2 techniques. Et pour moi, 2 techniques, c'est mieux qu'une technique. Et proposer aux femmes une technique par rapport à l'autre et lui imposer une chirurgicale parce qu'on nous dit qu'il faut faire du chirurgical, pour moi, c'est inaudible. Personne ne vous dit quel instrument utiliser pour une extraction. Pourquoi on obligerait les soignants à utiliser une technique plutôt que l'autre ? Je pense qu'à l'heure actuelle, et l'expérience des centres en France qui pratiquent, l'expérience mondiale montre que les 2 techniques peuvent se faire au 2e trimestre, et c'est à nous de proposer les 2, c'est à nous de construire des protocoles qui prennent en charge la patiente, la douleur, les effets secondaires. Il est hors de question de proposer une médicamenteuse si on ne met pas tout ce qu'il faut autour pour accueillir la patiente avec bienveillance. J'espère vous avoir convaincu. 2 techniques valent mieux qu'une, et je vous remercie pour votre attention. Merci Karima de ta présentation qui, sur un versant IVG médicamenteuse, pose le problème et pose aussi le problème de l'IVG chirurgicale et du dilemme qui s'est posé lorsque la loi est sortie et des discussions qu'il y a pu avoir à différents niveaux. Tu as dit information et consentement, tu as dit balance bénéfice-risque. Beaucoup d'équipes se sont trouvées confrontées du jour au lendemain à se poser la question « que fais-je ? Est-ce que je fais une IVG médicamenteuse ? Qui va les prendre en charge ?» Elles sont prises en charge en salle de naissance et ça a perturbé les équipes. Les équipes se sont dit « on va se mettre à l'IVG chirurgicale ». Ça les a perturbés parce que les opérateurs se sont, je pense, dans certains centres défaussés en disant « moi je ne sais pas faire, je ne fais pas ». Et peut-être qu'on peut aussi parler de la technique de l'IVG chirurgicale, mais peut-être que les orateurs suivants en parleront. Voilà, j'ouvre la discussion sur ces considérations en te remerciant d'avoir fait part de ton énergie pour développer l'IVG médicamenteuse. On l'a compris, on s'est dit, est-ce qu'elle va tourner un peu sur l'IVG chirurgicale ? Oui, tu l'as fait.
Et je pense que la discussion est ouverte parce que oui, je pense que les deux méthodes doivent être proposées, mais elles ne posent pas tout à fait les mêmes problèmes, que ce soit au niveau de l'opérateur que de la prise en charge immédiate et dans les suites immédiates également. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser derrière le vidéoprojecteur. Il y a un... Bonjour Karima, merci pour ta Bonjour. présentation. Je voulais savoir si tu pouvais être un peu plus précis sur le protocole antalgique que vous proposez pour les patientes dans le cadre de l'IVG médicamenteuse. On donne 1 heure avant l'administration de misoprostol, donc on demande aux femmes de prendre 600 mg d'ibuprofène. Et donc elles arrivent, on commence le protocole médicamenteux et ensuite on a soit du doliprane codéiné ou de l'Ixprime. Chez certaines patientes, plutôt rares, quand le niveau de douleur reste élevé, on peut donner de l'oxynorme, c'est un palier 3. C'est un excellent produit, Péros, très bien supporté. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de devoir demander une péridurale à nos anesthésistes. Je me permets juste, parce qu'il y a plein de monde, là dans le centre où je suis, moi je suis à Saint-Denis de la Réunion et on fait les IVG médicamenteuses entre 9 et 12 semaines d'aménorrhée et on n'a pas plus de complications que les chirurgicales. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'était faisable et qu'il ne fallait pas hésiter. Merci. Bonjour, Sophie Godu, Paris. Une question. Comment recueillez-vous le corps et que faites-vous du corps? J'entends pas. Comment recueillez-vous le corps du fœtus et que faites-vous du corps? Quel est le circuit de destruction du corps? Alors, quand la patiente expulse, on l'avertit qu'elle va expulser, qu'elle va voir son fœtus. Le fœtus est recueilli et on a créé des petites boîtes. On a une cadre extrêmement investie dans l'orthogénie, des petites boîtes où on met le fœtus et ces fœtus sont mis à l'incinération. Circuit produit humain. Juste une question concernant les démarches administratives. Je sais qu'on est dans le cadre de l'IVG, mais on sait qu'à partir de 14 semaines, il y a une possibilité de déclarer la naissance. Est-ce que dans l'IVG, c'est clair dans les recommandations qu'il faut ne rien faire ou concrètement, qu'est-ce que vous faites concrètement? À Strasbourg, je n'ai pas la notion qu'on nous ait demandé de déclarer une IVG. Non. Merci. Des fausses couches peut-être, mais pas des IVG. Même pas, à ma connaissance, c'est à partir de 22 semaines. Docteur Berle à Toulon, les patientes expulsent en chambre de grossesse à risque ou de gynécologie, ou est-ce que dans certaines situations comme les IMG aussi, c'est la même question, vous les basculez en salle de naissance pour avoir une analgésie adaptée? Oui. Et du coup, les sages-femmes prennent en Alors, charge les IVG à médicamenteuses. Strasbourg, il y a un historique. Monsieur Nizan pourrait en parler mieux que moi, mais à Strasbourg, il y a eu un long travail de sensibilisation des sages-femmes, toutes les sages-femmes, à la question de l'orthogénie. Les IMG pour cause fœtale sont prises en charge à Strasbourg en salle de naissance. Là, pour commencer, les IVG 14-16 semaines qui optent pour la technique médicamenteuse, j'ai demandé qu'on continue, qu'on fasse de la même manière que les IMG pour cause fœtale parce que les équipes sont entraînées, elles ont l'habitude. Ça, c'est pour commencer, parce que je ne savais pas comment allaient réagir les équipes, comment allaient réagir les femmes, etc. Mais on est en cours d'analyse de la situation. Je sais que les collègues à Mulhouse mettent les patientes entre 14 et 16 semaines en hôpital de jour et ils me disent que ça s'est très bien passé pour les patientes. Le protocole antalgique, et on l'a régionalisé, on a le même protocole, marche bien. Donc, à un moment, bien sûr, il faudra penser à sortir les IVG de la salle de naissance parce qu'on a commencé comme ça. Mais dans mon esprit, c'était si jamais il y a besoin de péridurale et qu'on demande à la salle, s'il vous plaît, on voudrait un box et qu'on nous dit il n'y a pas de place, ça, c'est pas possible. Donc, elles sont prises en charge au même titre que les IMG pour cause fœtale et elles ont la même prise en charge.
région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai eu une question de collègues qui avaient un problème très pratique et administratif, parce qu'ils ont voulu se mettre à cette technique pour les 14-16, à la méthode médicamenteuse, et ils ont été confrontés à des problèmes du coup de cotation et de facturation. Parce que côté une IVG médicamenteuse, avec tout ce que implique le protocole, éventuellement passage en salle de naissance, c'était compliqué. Et je voulais savoir du coup quelles étaient les possibilités en termes de cotation et facturation à ces termes-là pour une IVG médicamenteuse. Mais je pense que côté cotation, il faut qu'on attende. Il n'y a rien à attendre pour l'instant. Attends, je finis juste. Tu pourras rajouter. Ce que je veux dire par là, on m'a posé la question, et si jamais on fait une péridurale, et comment on la cote? Et la Sécu a dit que vous ne pouvez pas coter une péridurale, machin. Moi, je vous dis, j'ai agi dans l'urgence. On a fait ça pour pouvoir accueillir proprement les femmes et pas mettre en péril les équipes. Après, les histoires de cotation, s'il y a une péridurale dans l'année, on verra comment on fera. Mais bien sûr que si ça évolue, puisque Nathalie a participé à des groupes de travail, Daniel aussi, je crois, non? Et ça va évoluer, et tant mieux. Mais figure-toi que mettre une femme en salle de naissance, ce n'est pas plus de moyens que si elle est dans un lit en hôpital de jour. À Strasbourg, elles sont dans un lit, ce n'est pas un fauteuil, bien sûr. Mais on n'a pas plus de prise en charge. Il y a une personne qui s'occupe d'elles, qui leur tient la main, etc. Mais s'il y a plus de moyens nécessaires et que les cotations évoluent, moi, je suis tout bénef. Une dernière question. Bonjour, Marion Garbet, je travaille au CHU de Montpellier. J'ai une question pratique pour vous, ou éventuellement pour les autres personnes dans la salle. Nous, on a été confrontés là au CHU à un problème, c'est l'IVG tardive sur grossesse gémellaire, à 16 semaines d'aménorrhée en l'occurrence pour celle d'aujourd'hui. Et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé, si vous aviez laissé le choix de la méthode, parce que voilà, ça pose débat entre les praticiens chez nous, avec plutôt orientée vers la voie médicamenteuse, parce que sur la distension utérine, la voie chirurgicale a été a priori récusée chez nous, mais je voulais avoir l'expérience des autres centres. Là, ça met vraiment en exergue la difficulté qu'ont certains praticiens à faire le geste, et une grossesse gémellaire sous-entend que le geste est double. Et je peux entendre qu'une équipe dise là on ne peut pas, on va orienter la patiente vers une technique médicamenteuse. Je trouve ça audible. Je pense qu'on parle beaucoup de prendre en charge correctement les femmes, mais il ne faut pas oublier nos équipes. Et une équipe qui va dans le mur parce qu'elle est dans la souffrance, c'est là encore des femmes qui payent les pots cassés. Donc je pense qu'on doit être extrêmement attentif et à bien prendre en charge les femmes et à faire attention à nos collègues. Oui, c'était beaucoup sur aussi le risque hémorragique. Il y avait la difficulté de l'opérateur, mais c'était plus sur la question qu'on se posait, c'était celle du risque hémorragique. On n'a pas trouvé de littérature vraiment dessus. J'ai pas vu de littérature sur le sujet. Je ne sais pas si vous aviez eu des grossesses gémellaires et ce qui avait été fait chez vous. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur des grossesses gémellaires à ces termes-là, et on a même fait chirurgical. Il n'y a pas de différence. Ok, super. Très bien. Merci. Merci Karima de nous avoir relaté la magnifique expérience strasbourgeoise qui met l'accent aussi sur la protection des équipes, et ça je crois que c'est très important. Nous allons passer à la communication suivante. Nathalie Trignol-Vidier va nous faire l'état des lieux de l'IVG entre 14 et 16 SA, 6 mois du vote de la loi. Une vue plus générale. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour suivre l'intervention de Karima, donc moi mon objectif c'est pas de détailler les méthodes, mais c'était un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe depuis que cette loi a été votée. Et donc c'est moi qui descends mes diapos. Et donc si on reprend ce qui s'est passé l'année dernière à PSF, on avait donné à 3 mois, on n'avait donné même pas à 3 mois, on avait donné à 2 mois, on a fait une enquête flash, et là l'objectif c'était de faire une enquête un petit peu plus étayée. Et cet état des lieux, donc, il est donc le reflet de l'accès à l'IVG entre 14 et 16 depuis la loi, qu'on soit en France métropolitaine ou en Outre-mer, et on se rend compte qu'il y a énormément de disparités territoriales, et tous les aléas qu'ont été les tentatives de récupération de ces données
font que malheureusement elles sont très parcellaires, mais elles sont sûrement représentatives de la réalité de terrain. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à obtenir ces chiffres. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans mes diapos, n'hésitez pas à venir me le dire à la fin. Si vous avez l'impression que je me suis trompée, c'est peut-être parce que les personnes qui m'ont donné les informations ne m'ont pas donné des informations exhaustives, et peut-être qu'il faudra attendre que l'adresse nous donne des chiffres plus précis pour pouvoir conclure, mais ça permet d'avoir déjà une petite photographie de ce qui se passe en France. Donc, je vous le disais, 2 mois après, on avait fait une enquête flash 48 heures avant les journées du CND, enfin, du PSF, pour savoir qui faisait quoi. Et cette carte que j'avais présentée donc l'année dernière montrait que, à part l'Île-de-France où il y avait eu 55 IVG, il y avait certains endroits en France où la méthode n'avait pas, enfin personne n'avait commencé à faire des IVG entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée, et il y avait des flux à l'intérieur de la France, voire encore à l'étranger, mais on avait quand même dénombré au moins 178 IVG à 2 mois de la loi, avec une répartition à l'époque qui était de 2/3 d'IVG instrumentale et 1/3 d'IVG médicamenteuse. Pour obtenir les données, c'était assez intéressant parce que j'ai essayé par le bouche à oreille avec les collègues. Toi, t'en as eu combien? Ça s'est passé comment? Vous faites quelle méthode? Et donc, c'était sympa parce que ça permettait d'avoir des échanges directs et d'avoir conscience de nos problèmes respectifs et d'avancer les uns les unes et les autres. Il y a les réseaux de santé qui sont impliqués dans l'IVG aussi, et donc par le biais des réseaux périnatales, de l'ARS, du Révo, de Révoc, de Pléra, il y a eu des études qui ont été faites. Donc tout le monde ne s'est pas emparé de cette thématique, mais certaines équipes ont fait des études plutôt approfondies avec un questionnement très précis, reproductible pour l'ensemble des centres de la région. Et donc ça donne un travail un peu plus de finesse que vous verrez dans la suite. Et puis pour le reste, parce que j'avais plein de trous sur ma carte, j'ai pris mon téléphone. Et là, c'était intéressant aussi de prendre le téléphone et de regarder où il y a des centres d'IVG, et puis de téléphoner. Et donc, alors, c'est compliqué de trouver le téléphone quelquefois. C'est compliqué, une fois qu'on a trouvé le numéro de téléphone, d'avoir quelqu'un en ligne. Et puis, on tombe sur une secrétaire qui, la plupart du temps, est très dévouée. Et parmi les réponses, ça peut être très, très professionnel. Oui, on fait pas, c'est telle méthode. Sinon, je vais vous adresser à tel ou tel endroit. Il y en a qui disent « Ah oui, alors je crois que ça se fait, mais nous, on ne doit pas faire. » Et puis, j'ai eu, vous imaginez comme c'est gros à ce terme. Donc, ça déstabilise un petit peu aussi sur la façon dont les femmes peuvent être reçues quand elles appellent, quel que soit le terme, mais a fortiori à ce terme-là. Et puis, j'ai eu des tentatives qui, à l'heure qu'il est, sont encore vaines, et donc il y aura un petit peu des trous dans la carte. Mais voilà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu au moins 1000 IVG de fait entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée en France depuis le vote de la loi, avec cette fois-ci chacune des régions qui est représentée, à l'exception de la Corse qui fait peut-être, mais à Bastia il n'y en a pas, et à Ajaccio j'attends toujours la réponse. Mais sinon, dans toutes les régions, il y a eu des IVG, et vous voyez sur la carte qu'à part l'Île-de-France et la région des Pays de Loire, sauf erreur de ma part, dans toutes les autres régions, il y a aussi bien de l'IVG médicamenteuse que de l'IVG instrumentale, mais avec quand même une nette prédominance de l'IVG instrumentale, puisqu'on arrive à un peu plus de 80% dans le recueil peu exhaustif que j'ai fait, mais je ne pense pas que ça s'inverse à ce point-là avec les erreurs qui ont pu être faites. Et si on va outre-mer, en Martinique, on a plutôt une exclusivité pour l'IVG instrumentale. En Guadeloupe, plutôt une quasi-exclusivité pour l'IVG instrumentale. Et à l'inverse, à La Réunion, plutôt une quasi-exclusivité pour l'IVG médicamenteuse. Alors maintenant, j'ai essayé de faire région par région. Le but, c'est d'être suffisamment exhaustif pour que les gens qui m'ont répondu soient présents sur les diapos. Mais on ne peut pas détailler ville par ville. Mais globalement, dans les Hauts-de-France, donc on voit que l'IVG a mis un petit peu plus entre 14 et 16, a mis un petit peu plus de temps à se mettre en place, et notamment à Lille, où nous sommes aujourd'hui. Dans ce que j'ai compris, les protocoles n'ont commencé que cet été. Et donc, avant cet été, dans le nord de la France, il était difficile d'accéder à une IVG entre 14 et 16 semaines d'aménorrhée, et donc il y avait des flux migratoires soit à l'intérieur de la France, et dirigés généralement vers l'Île-de-France, ou encore vers la Hollande, en tout cas vers les pays qui permettaient des termes au-delà de 14 avant que cette loi passe. Et d'un hôpital à un autre, on voit qu'il y a
grande différence, puisque par exemple à Lens, c'est que de la méthode médicamenteuse. À Roubaix, Château-Thierry, Laon, Dunkerque et Armentières, pour l'instant, ils adressent à Lille. On voit que personne n'a, pour l'instant, proposé de façon égalitaire l'une ou l'autre des méthodes. Et donc, c'est très hôpital dépendant. Donc, je pense que c'est très équipe dépendant et très dominance des personnes qui organisent la prise en charge. Si on va maintenant en Normandie, il y a 8 centres qui pratiquent des 14-16, et là, il y a des établissements qui proposent les deux, des établissements qui proposent que l'une, des établissements qui proposent que l'autre, et c'est essentiellement Caen qui en fait le plus, avec 14 IVG instrumentales qui ont été réalisées et une médicamenteuse. Cherbourg vient de démarrer. Ils ont fait leur première IVG instrumentale la semaine dernière, et l'un des argumentaires, c'était de dire, en fait, quand la loi est passée, on a essayé de savoir comment il fallait faire, on a pris les tutos, notamment le tuto de Révo, on a vu qu'il fallait commander du matériel, sauf que c'est ce que tout le monde a fait, et puis le matériel a mis du temps à arriver, et la première pince est arrivée à Cherbourg il y a 3 semaines, et donc la première IVG 14-16 a été réalisée il y a 3 semaines. Voilà. Ensuite, en Bretagne. Alors en Bretagne, c'est le réseau qui nous a donné les informations. Et du coup, parmi ces informations, il y avait eu tout un petit questionnaire qui avait été fait auprès des professionnels avec des questions très précises que je vous ai donc un petit peu concentrées. Il y a eu 48 IVG qui ont été réalisées et dans ces 48, il y en a 31 qui ont été faites dans le même établissement. Une prédominance d'IVG instrumentale. Et sur les 20 centres qui existent, il n'y en a que 7 qui en font. Sur les 11 centres qui ont répondu, donc il y en a peut-être qui en font mais qui n'ont pas répondu. Et il y a un centre qui attendait la prise en charge en fonction des discussions qu'il allait y avoir avec les médecins. Et dans les difficultés, les attentes et les commentaires qu'ils ont mis en évidence, il y avait problème de place au bloc opératoire en urgence, manque de volontaires, gestion des périodes de vacances, manque de matériel, des problématiques qui sont transversales dans toute la France. Donc problème pour les bougies, les pinces, la surcharge des plannings pour répondre aux demandes, de nombreuses consultations et des entretiens répétés devant l'indécision quant au choix de l'IVG, des protocoles qui sont en attente pour l'IMG par rapport à l'IMG, et la formation des professionnels de santé qui pose problème dans beaucoup d'équipes, avec quand même un objectif qui était d'éviter d'arriver à des situations de 14-16 en ne retardant pas les prises en charge des patientes qui arrivent dès 12 semaines, mais malgré tout, on a des patientes qui arrivent quand même à 14, non pas parce qu'elles ont erré, qu'on les a fait attendre, mais parce qu'elles ont mis du temps à découvrir leur grossesse. En Île-de-France, à 6 mois, il y avait eu 281 IVG qui avaient été réalisées entre 14 et 16, et elles étaient toutes instrumentales. Et donc sur la PHP, il y en avait eu 205, avec donc des flux migratoires qui venaient d'autres régions. Et les établissements de la PHP réalisaient entre 1 et 39 IVG sur la totalité des IVG qui ont été faites. Dans les complications qui ont été relatées à la PHP, il y a eu une hémorragie qui n'a pas nécessité de transfusion, 2 perforations sans suite et 2 expulsions avant l'intervention. Et l'enquête flash qui avait été réalisée au même moment sur les hôpitaux de cette région, mais qui n'était pas de la PHP, il y avait eu 72 IVG, toujours instrumentales, et les seules complications rapportées étaient aussi une hémorragie n'ayant pas nécessité de transfusion, une perforation et 2 expulsions avant le bloc, qui correspondent généralement aux complications qui sont relatées à chaque fois. En Alsace, dans le Grand Est, donc en Alsace, il y en a eu 60, dont 34 à Strasbourg. Alors, Karima m'a fait remarquer tout à l'heure que ce n'était pas que du médicamenteux, on ne s'était pas bien comprise. Donc il y a plutôt du médicamenteux, mais il y a eu aussi de l'instrumental. En Champagne-Ardenne, il y a 7 des 5 établissements, il y a eu 7 IVG, dont 5 médicamenteuses. Quelquefois, la différence entre le médicamenteux et l'instrumental, c'est aussi en lien avec le terme. Quelquefois, l'instrumental se fait jusqu'à 15 semaines, et puis entre 15 et 16, c'est du médicamenteux. Ça peut être ce qui est acté dans certains centres. En Lorraine, Nancy et Metz en ont fait 40, dont 15 instrumentales et 25 médicamenteuses. Et le Grand Est, finalement, à ce jour, sauf erreur toujours, est la région dans laquelle il y a le plus eu d'IVG médicamenteuses pour la métropole et la Réunion pour l'outre-mer. Et dans les difficultés qui ont été recensées par le réseau Périnate du Grand Est, puisqu'il y avait eu aussi une petite enquête faite dans l'ensemble des centres, dans les remarques qui ont été faites, il y a eu la situation d'un fœtus vivant pendant 15 minutes, difficile à considérer comme un déchet anatomique et difficile de l'éliminer comme tel.
Le recours à une chaise percée, qui est un vrai plus pour les femmes et pour l'équipe, avec une facilité du recueil du fœtus, une possible non-visibilité pour la patiente et une absence d'expulsion dans les toilettes. Mais cela dit, dans l'une des équipes, il était relaté que malgré tout, il y a une femme qui avait visualisé son fœtus et que c'était compliqué psychologiquement pour elle, malgré le recours à cette chaise percée, et quelquefois ce besoin réflexe de se retourner et de regarder ce qu'il y a dans la cuvette. Et pour certaines équipes, la visualisation et la manipulation du fœtus étaient difficiles psychologiquement, malgré une adhésion totale de l'équipe à ces prises en charge, et tout ça essentiellement en raison de la taille et de l'aspect du fœtus à cet âge gestationnel. Dans les Pays de Loire, il y a eu 114 IVG entre 14 et 16, tout instrumental, basé sur le protocole Révaux majoritairement. 5 des 16 centres en font, Saint-Nazaire, Nantes au CHU et à Jules Verne, Angers, Le Mans. Et il y a 2 des 11 centres qui ne pratiquent pas, mais qui sont en attente de formation pour s'y mettre. Donc on voit que c'est intéressant de voir qu'il y a des centres où il ne se passe rien pour l'instant, il ne se passait rien il y a 3 mois, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, beaucoup vont s'y mettre. Et la proportion des professionnels qui y travaillent, c'est 7 sur les 23 médecins généralistes, 14 sur les 19 gynéco-obstes et aucune gynécomède. Et le choix est laissé dans cette région essentiellement aux professionnels de faire ou de ne pas faire des 14-16 semaines d'aménorrhée. Et dans les raisons qui ont été évoquées dans l'enquête qui a été faite par le réseau de ne pas pratiquer des 14-16, c'était soit parce qu'il n'y en a pas assez, et du coup que la technique n'était pas maîtrisée, soit par manque de matériel, pas de réa, des réticences des équipes paramédicales, un protocole qui était fait au CHU, le manque de personnel, dont de gynécologues au bloc, les membres du CIVG qui sont favorables, mais les obstétriciens qui ne sont pas soutenants, et trop de remplaçants pour assurer une aide efficace au bloc, et la peur des complications. En Centre-Val de Loire, il y en a eu 50 qui ont été réalisées, dont 6 médicamenteuses. Au CHU, on ne fait pas d'IVG médicamenteuse, mais que des instrumentales, et ce sont essentiellement des médecins généralistes qui les pratiquent, et une CCA qui est gynécomède. Et 100% des médecins qui travaillent dans le CIVG font des IVG entre 14 et 16. Les IVG médicamenteuses entre 14 et 16 ont été réalisées dans des centres où l'instrumental n'était pas possible, ou alors entre 15 et 16. Et parmi les 20 centres qui existent, il y en a 5 à ce jour qui ont réalisé des 14-16, mais il n'en reste plus que 3, Tours, Blois et Orléans, parce que les deux centres qui en ont fait sont des centres dans lesquels les gynécologues qui les faisaient partent à la retraite. C'est aussi une problématique dans certains déserts médicaux. Les difficultés, il y a le droit de retrait de médecins, le manque d'accès au bloc ou au plateau technique pour les petites structures, le manque de formation, d'anesthésiste, de temps, de valorisation, de matériel. Il y a eu 2 hémorragies et une perforation, et 1/3 des demandes ne se sont pas soldées par une IVG. C'est très chronophage pour certaines équipes et ça manque de valorisation dans le forfait. Cette proportion de 1/3 de demandes qui n'aboutissent pas, c'est quasi partout dans ce que j'ai entendu. En Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, le début est relativement récent. Ils en ont fait, donc que depuis 2 mois, ils en ont fait 9, avec une proportion 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour l'instrumental, 1 tiers de perdu de vue, j'ai oublié le E, et pas de complications notables. À Besançon, ce ne sont que des IVG instrumentales. En Nouvelle-Aquitaine, c'est Bordeaux qui en a fait le plus, 25, et pareil, c'est une très grosse région, donc c'était compliqué d'avoir quelque chose d'assez exhaustif, mais on voit qu'au sein de cette même région, on a de tout, de l'IVG instrumentale, de l'IVG médicamenteuse, mais toujours une prépondérance de l'IVG instrumentale sur l'IVG médicamenteuse pour cette région. Je passe un peu vite parce que le temps est compté. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu aussi une grosse étude, 80 IVG qui ont été réalisés en 6 mois, ce qui représente 1% des IVG, donc c'est un peu le chiffre qu'on avait en tête. Donc on voit que le recours n'a pas augmenté massivement avec l'arrivée de cette loi. C'est ce qu'on attendait, c'est les femmes qui partaient qui restent plus maintenant dans notre pays pour que l'IVG soit prise en charge dans des conditions adaptées, avec une prise en charge totale en plus. Et donc 87,5% d'IVG instrumentale, 12,5% de médicamenteuses. Il y a 63 CIVG en Auvergne-Rhône-Alpes et il y en a 21 qui en pratiquent, 15 avec de l'instrumental et 3 de la médicamenteuse, et 3 qui proposent les 2 méthodes. Et chez eux aussi, les questions sur les difficultés et les attentes ont mis en évidence qu'il y avait des patientes qui venaient hors région, un manque de moyens, de formation technique et psychologique, que c'était chronophage, qu'il y avait besoin d'un espace de parole pour les équipes, une prise en charge longue quant au protocole médicamenteux qui avait pu aller jusqu'à 24 heures, contrairement à l'instrumental qui faisait des hospitalisations la plupart du temps de moins de 24 heures,
Et ils ont aussi eu une perforation sans complication, une hémorragie sur rétention avec suite simple, sans transfusion. En Occitanie, belle étude aussi faite par le réseau, par Revoc et le réseau Périnate, 85 IVG entre 14 et 16 pour 19 des 40 établissements, 74% d'instrumental. Alors là, j'ai trouvé que c'était intéressant, ils avaient calculé la distance moyenne de provenance des femmes. Donc la moyenne, c'était 49 km, mais ça allait de 0 km à 300 km. Et donc 2/3 d'IVG instrumentale, quelques expulsions avant le geste, et eux, ils avaient aussi comptabilisé le temps de présence pour les patientes et la durée des gestes. Donc pour l'IVG instrumentale, ça variait de 3 à 39 minutes, avec une médiane à 17 et une occupation de la salle qui allait à moins d'1 heure, et en moyenne 45 minutes. Pour la méthode médicamenteuse, la durée médiane avant l'expulsion était de 9h20, avec une occupation de la salle de 13h. Et les complications fréquentes qu'ils ont pu avoir étaient des rétentions sans hémorragie pour autant, et par contre la nécessité d'une aspiration dans un deuxième temps, et donc la nécessité d'adapter les salles. En PACA, c'est Marseille qui fait essentiellement les IVG entre 14 et 16, et qu'en instrumental, ils en ont fait 76, avec 11 hémorragies de plus de 700 cc, dont une hystérectomie d'hémostase. Et à Nice, à l'inverse, c'est plutôt du médicamenteux, avec 24 IVG qui ont été faites. J'ai pas de notion de comment ils gèrent la douleur et pas de notion de difficulté. À Toulon, à ce jour, il n'y en a pas eu, mais il y a un projet pour 2023 et je ne sais pas quelle méthode va se profiler. À Avignon, il n'y en a pas eu non plus. Ils orientent à Marseille. Ils ont aussi un projet en 2023. Et ce qui nous a été renvoyé sur Avignon et aussi sur Gap, Aubagne et Toulon, c'est que par le biais de l'expérimentation sage-femme qui démarre, eh bien leur objectif, c'est que ce soit les sages-femmes qui se forment pour faire les IVG instrumentales jusqu'à 14 et qu'ils embauchent un gynéco pour faire les 14-16. Je ne sais pas si c'est vendeur, mais c'est leur projet. La Corse, donc je vous ai dit tout à l'heure, à Bastia, ils s'arrêtent à 13-14. Ils ont fait une fois une 14, ils ont une hémorragie, donc ils ont arrêté. Et à Ajaccio, j'attends la réponse. En Martinique, IVG instrumentale uniquement, ils ont eu 20 demandes, ils en ont fait 15, non pas qu'ils n'aient pas accepté les 5 autres, mais parce que les 5 autres n'ont pas donné suite. Et la prise en charge des patientes se fait par les orthogénistes et le geste se fait par les gynécologues obstétriciens au bloc. En Guadeloupe, il y en a eu 30 en tout, avec 29 instrumentales sans notion de complications. Et en Guyane, la réponse qui m'a été donnée, c'est qu'il y en a eu trop peu pour une évaluation. Et le peu, je ne sais pas ce que c'est. Pour finir, la Réunion, 4 centres, 3 en médicamenteux, 1 avec le choix. Ils ont fait 42 IVG, dont une seule instrumentale. Ils sont en attente de matériel pour l'instrumental et espèrent pouvoir en faire une fois qu'ils auront les moyens. Il y a eu 6 IVG médicamenteuses compliquées avec aspiration pour rétention. Il y a eu des clauses de conscience assez importantes dans 3 des 4 établissements et ça allait jusqu'à 50%. Et dans leur retour d'expérience, ça va de expulsion rapide sur la journée sans impression d'un plus mauvais vécu des femmes à complexité du parcours lié à l'équipe de salle de naissance non spécifique. Donc on voit vraiment qu'on fait le grand écart d'un endroit à un autre en fonction des vécus. Donc le profil des femmes qui interrompent leur grossesse entre 14 et 16, ça a été exceptionnellement lié à des difficultés d'accès. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on avait entendu que cette loi, elle allait être faite parce qu'il y avait des difficultés d'accès. Non, le problème, il n'était pas lié essentiellement aux difficultés d'accès, il était lié au fait qu'il y a des femmes qui ont besoin de plus de temps pour découvrir leur grossesse et besoin de plus de temps pour venir demander une IVG. Et beaucoup de centres jouent le jeu, entre guillemets, à accélérer la prise en charge des 12 pour pas exprès se retrouver entre 14 et 16. Donc il y a les diagnostics tardifs de grossesse, il y a des situations psychosociales difficiles avec ou pas de la violence intrafamiliale ou intraconjugale. Il y a une très grande indécision qui est vraiment beaucoup pointée par les équipes. Nathalie, 2 minutes, s'il te plaît. Combien ? 2 minutes, 2 s'il minutes, te plaît. ça va aller. Donc un tiers des demandes n'aboutiront pas. Il y a aussi quelque chose qui a émergé auquel on ne s'attendait peut-être pas, c'est qu'il y avait des demandes d'IMG qui jusqu'ici étaient faites dans les CPDPN par la méthode que le CPDPN proposait, c'est-à-dire quasi exclusivement de la méthode médicamenteuse. Et quand les femmes ont parlé entre elles et qu'elles ont su qu'à l'étage d'en dessous, eh bien, on faisait des IVG entre 14 et 16 par méthode instrumentale, il y a des femmes qui ont dit moi, j'ai pas envie
de faire du médicamenteux et je vais aller demander une IVG, ou j'ai pas envie d'attendre la décision du staff pour faire une IMG, puisque je suis dans un délai qui me permet de faire une IVG. Donc il y a aussi ça qui se passe, et c'est assez intéressant parce que ça fait se parler les équipes des CPDPED et les équipes des CIVG, qui quelquefois communiquaient pas ensemble, et qui du coup mettent pour certaines leur protocole en discussion. Et il y a bien sûr des errances médicales pour accéder à l'IVG malgré tout. Les problèmes majeurs soulevés par l'IVG médicamenteuse, on l'a vu tout à l'heure, c'est le devenir du corps. Il n'y a pas de circuit formalisé, pas d'OCSEP, pas de déclaration à l'état civil. Il y a des fœtus nés vivants, ce qui complexifie d'un point de vue éthique pour certaines équipes ou pour certaines femmes aussi. Le visuel. La tarification, donc avec l'ANSSIC, on va régulièrement à des réunions avec les ministères et on leur a bien expliqué qu'aujourd'hui, il fallait absolument se poser la question de la revalorisation du forfait, que ce soit le forfait médicamenteux ou le forfait instrumental, pour que les équipes continuent à en faire, parce qu'on pourrait avoir aussi une désaffection à cause de cette faible rémunération et du côté très chronophage de l'IVG. Et donc, par exemple, pour l'IVG médicamenteuse, eh bien, il n'y a pas de cotation anesthésiste, donc c'est pas le tout de la côté, la constatation d'anesthésie, c'est que du coup, elle ne rentre pas dans le 100%, donc il peut y avoir une facture, et il y a une femme qui pourrait avoir besoin d'une confidentialité, qui va avoir une facture de constatation d'anesthésie dans un hôpital un jour, et il va falloir qu'elle rende des comptes sur mais qu'est-ce que tu es allé faire et pourquoi tu as eu une consultation d'anesthésie. Et puis la terminologie de salle de naissance est un terme qui est assez inadapté à la réalisation d'une IVG. Et moi, je ne m'imagine pas dire à la patiente, vous avez rendez-vous demain en salle de naissance pour votre IVG. Il va falloir qu'on trouve quelque chose si on veut que les IVG médicamenteuses se fassent avec une péridurale. Les problèmes soulevés par l'instrumental, ça a été la formation, on l'a vu, la peur, le manque de matériel, la clause de conscience. Le côté chronophage si on y va en binôme, mais en même temps l'intérêt du binôme c'est qu'il y a du compagnonnage, on se forme les uns aux autres. L'accès au bloc, l'éco-guidage qui peut être difficile, et si la patiente doit passer tôt au bloc le matin, la nécessité d'une hospitalisation la veille pour la prémédication. Donc nos objectifs à tous, je pense qu'ils sont les mêmes, c'est améliorer la formation. Il y a le tutoriel Revo. Je précise que le Synto à 5 unités en flash, dès qu'on a percé la poche des os, c'est extrêmement efficace pour raccourcir la durée du geste, pour diminuer le risque hémorragique. En tout cas, tous ceux qui l'ont fait en sont plutôt ravis, et on s'est même mis à le faire entre 12 et 14. La problématique des allogénés, qui est une problématique pour laquelle il n'y a toujours pas d'études et une impression quand même que les allogénés augmentent le risque de saignement, donc essayer de négocier avec les anesthésistes. Le fléchage qui doit être fait pour le parcours IVG-MED, la revalorisation de l'acte et l'attente des recos HAS. Donc pour conclure, on a plus de 1000 IVG qui ont été réalisés avec 80% d'IVG instrumentales. C'est complètement en adéquation avec les projections. Même si mon état des lieux n'est pas exhaustif, on s'attendait à 1000 à 2000 IVG dans les 12 mois. Là, j'ai des chiffres entre 6 et 9 mois, donc on est dans les clous. Le maillage territorial est encore insuffisant. Il y a de plus en plus de centres qui semblent se préparer à cette activité, à organiser des circuits, à prévoir des formations. Donc ça, c'est extrêmement encourageant de voir que même s'il y a eu des gros freins au début, lentement mais sûrement, les gens s'y mettent. Et il y a peu de complications graves qui ont été déplorées. Et donc, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est normal que la mise en place de l'IVG 14-16, même si c'était applicable dès le lendemain de la loi, il faut le temps. Mais soyons optimistes, ça va avancer et on est tous là pour œuvrer dans le bon sens pour les femmes, j'espère. Et la prochaine étape législative sera peut-être la constitutionnalisation de l'IVG. Et je rappelle cette phrase de Simone de Beauvoir, « Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Et donc, restons vigilantes et vigilants. » Merci. Merci Nathalie, je trouve ton topo très enthousiasmant. Je reprendrai des réflexions, des discussions qui ont eu lieu lorsque la loi est sortie. On avait l'impression qu'on allait tout faire en IVG médicamenteux. On voit que tous ceux qui se prennent en charge une femme en demande d'IVG se sont mobilisés et c'est assez impressionnant que de voir que 80% des IVG entre 14 et 16 semaines sont prises en charge en instrumental et qu'on laisse le choix. Ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Je me rappelle de certaines discussions dans certains lieux où on avait l'impression que ça allait passer au bloc opératoire, dans la salle d'accouchement. Merci d'avoir mis un peu nos pendules à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour, Daniel Choucroune, je suis médecin généraliste. J'ai pratiqué les IVG Chir et Med pendant assez longtemps. Ma question, c'est de savoir, quand on fait une IVG Med entre 14 et 16 semaines, quel est le risque de reprise chirurgicale pour hémorragie et rétention dans les 48 heures qui suivent? Ou est-ce que tout va partir entre 14 et 16 semaines? Parce que dans la littérature, on retrouve quand même un risque de rétention après pratique des IVG Med tardives assez importante, et donc un passage au bloc qui suit l'IVG Med. Je pense que la mieux placée pour y répondre nous a quittés pour des raisons personnelles, c'était Karima. En tout cas, ce taux que l'on connaît... Alors, quelqu'un peut répondre? En fait, je suis sage-femme coordinatrice chez Karima Bétard. Et en fait, on n'a pas plus de complications qu'on en a sur les IMG pour cause fœtale. Donc, on a les chiffres qu'on connaît sur les IMG pour cause fœtale. Et très clairement, nous, notre circuit de fœtus est parfaitement identifié depuis près de 10 ans. C'est-à-dire que dans les boîtes dont parlait Karima, vont les fœtus, qu'ils soient d'origine fœtale, pour des raisons fœtales, pour des raisons maternelles, peu importe. Et si une femme nous pose la question, elle sait ce qui s'est passé. Donc il ne faut plus que ça aille dans les déchets, il ne faut plus que ça aille dans les circuits Non, mais je répondais à la question qui était marquée là. Un circuit clair rassure les équipes et ce n'est pas compliqué à mettre en place. Voilà. Alors, on n'a pas entendu de chiffre, mais ce que j'ai entendu, moi, c'est ce que j'allais dire. S'il n'est pas plus important que lorsqu'on faisait une interruption médicale de grossesse entre 14 et 16 semaines, donc c'est un risque qui nous semble acceptable et que l'on a accepté depuis le temps qu'on fait des IMG par voie médicamenteuse. Ça, c'est une chose importante. La deuxième question que j'aurais à poser, c'est qu'à Strasbourg, les patientes savent que leur fœtus qui, entre guillemets, vient au monde est dans une boîte. Que dit-on aux femmes qui ont une IVG instrumentale par rapport au devenir de leur fœtus? Merci de la réponse de Strasbourg. Nous mettons les petits sachets issus d'aspiration dans la même boîte. Voilà, tout simplement, un fœtus reste un fœtus pour nous et on met tout le monde au même endroit. Dernière question courte, réponse courte. Oui, Julien Gilles, Villeneuve-Saint-Georges. Je voulais savoir, en fait, sur les allogénés, déjà, bon, ça, c'est mon grand cheval de bataille parce que d'expérience, c'est vrai qu'on a une vraie différence en termes de durée opératoire et de volume de saignement. On trouve un peu de littérature sur les avortements spontanés, pas du tout sur l'IVG, mais je pense que c'est assez proche, hein, donc ça peut être un argument auprès des anesthésistes. Et dernier petit point, c'est une question de cotation encore. Est-ce que sur les 14-16, on passe au code JNJD 001 ou est-ce qu'on reste au 002 comme l'IVG classique? Moi, j'avoue que je code 001 pour les 14-16, mais peut-être que j'ai tort de le faire. Alors, pour l'instant, il faut vraiment rester sur les codes actuels, même si quelque part on perd un peu d'argent, parce qu'on ne fait pas ça que pour gagner de l'argent. Et le risque est tel qu'il y ait une différence pour la femme sur sa carte de sécu. Il ne faut pas oublier qu'on a gagné, il y a quelques années, le fait que l'IVG soit transparente pour 100% des femmes assurées sociales ou non en France. Il n'y a rien qui apparaît. Alors que dès que c'est un acte différent, il y a toujours une petite ligne sur Amélie, toujours une petite ligne qui ne veut pas nécessairement dire IVG, mais qui veut dire prise en soin. Et pour certaines femmes, prise en soin, non communiquée à l'entourage, c'est suspect. Donc une malheureuse consultation d'anesthésie pour une femme, moi j'ai l'exemple dans une des structures dans laquelle je travaille, où mes anesthésistes exigent que les femmes aient une consultation d'anesthésie, même si c'est sous local. Ça me fout hors de moi, mais c'est comme ça. On s'est battu, j'ai pas eu gain de cause. Par contre, je leur ai dit, il est interdit qu'une seule femme ait une facturation de votre consultation d'anesthésie. Vous acceptez de travailler gratuitement. Il est hors de question qu'une de mes patientes puisse avoir cette trace et cette prise de risque dans sa vie. Donc pour l'instant, il faut coder IVG, quoi que vous fassiez, et on se bat pour qu'il y ait une revalorisation des actes et qu'il y ait une transparence complète pour toutes les femmes, quel que soit le terme. Je suis désolée, mais le sujet est passionnant. Une info. Le sujet Une qui info. arrive ne l'est Une info. pas moins. Non, je suis désolée parce que sinon, on ne pourra pas. Mais faire les de allogénés, pause. c'est au sujet du MAPAR cette année, avec les anesthésistes. Il y aura un topo conjoint, anesthésiste, orthogéniste, sur la question des allogénés.
Merci. Alors, nous allons passer, et pour faire gagner un petit peu de temps, je propose que la discussion soit commune aux deux sujets qui arrivent. Thelma Linet va nous présenter l'incongruence de genre, l'accueil d'une personne demandant une transition médicale d'un médecin, la transition médicale transgenre. Merci Thelma. Bonjour à tous. Ça doit être bon. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf être moi-même. Donc ça, j'ai oublié la diapo de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour l'accueil encore. Et donc, on va essayer de rattraper un petit peu le retard, et puis surtout laisser la porte ouverte aux questions si vous en avez. Faire accueil d'une personne différente, c'est toujours compliqué. Tout le temps. Qu'elle soit différente de couleur, qu'elle soit différente de religion, qu'elle soit différente de sexualité, qu'elle soit différente de genre. Et donc ça heurte toujours des représentations personnelles. Et on fantasme énormément, particulièrement sur la transidentité. Le fantasme est énorme. Et les personnes qui sont dans des minorités sexuelles ou dans des minorités de genre vont avoir un évitement très important des soins, de manière générale. Ça, c'est démontré. Soit parce qu'ils ont déjà vécu des expériences désagréables, voire excessivement désagréables, des contre-transferts majeurs, ou ils ont peur de vivre quelque chose qui a été raconté, puisque en fait, ce sont des personnes qui se mettent en communauté et qui se racontent des histoires de fantômes pour se faire peur la nuit. Et donc, la volonté des personnes transgenres est de se retrouver dans une atmosphère dans laquelle on puisse se sentir en confiance pour parler. C'est très important. Et donc, les recommandations de la COG, par exemple, sont de dire qu'il faut une ambiance bienveillante sur les minorités sexuelles ou de genre, dès la prise de rendez-vous. Alors, c'est très facile, mais comme toujours, comme il faut changer, il y a des petits exercices à faire. Le premier exercice, c'est de se dire que sa culture à soi n'est pas meilleure que celle du voisin ou de la voisine, et que, du coup, ni son identité de genre, ni sa sexualité ne prévaut sur la personne. Ce qui laisse supposer que je vais être à l'écoute de la personne et d'essayer de voir un petit peu ce qu'elle a à me dire et comment je peux l'accueillir. Les préférences personnelles sont importantes sur la terminologie et on va accueillir en fait la terminologie des personnes qu'on ne comprend pas toujours, même si on est dans la commune. Il y a des choses, des fois, on se dit « ça, je ne connaissais pas ». Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Est-ce que je ne comprends pas ce que ça veut dire ? Dites-moi tout. Et puis, va y avoir, dans une période tout ce qui va être transitionnel, va être très mouvant avec le temps. Une personne transgenre qui commence une transition a un peu une idée sur ce qu'elle veut, mais ne sait pas exactement ce qu'elle veut, puisque, en fait, les choses vont bouger tout au long du processus de transition. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on fait accueil, à réinterroger. Réinterroger le prénom, réinterroger le pronom, réinterroger ce qu'elle souhaite. Vous avez beaucoup de personnes qui vont vous servir de ressources. Ça, c'est surtout vrai au début. Les personnes peuvent se sentir valorisées de vous donner des informations. Le risque, c'est que le capitaine devienne pilote. C'est qu'à un moment donné, vous avez une personne qui est quasiment en train de vous tenir le stylo pour faire une ordonnance ou un suivi. Et ça peut générer, pour certaines, ça peut être valorisant, pour d'autres, ça peut être très angoissant. Donc, il y a des personnes ressources, on peut s'en servir, mais parfois, il faut avoir aussi l'idée que ce n'est pas parce que la personne connaît des choses que vous n'avez pas le droit non plus d'avoir un rôle de pilote par rapport au capitaine. Alors, on va avoir dans les discussions classiques, alors même ce tableau qui est censé être à peu près accepté, ne l'est pas toujours. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se définissent non-binaires, mais ce n'est pas forcément, en fait, ils sont plutôt gender-fluides. Vous avez des expressions, des identités et des variations de l'anatomie qui sont variables d'une personne à l'autre, et chaque personne se définit parfois dans ce qui semble personnel à cette personne. Et donc, n'hésitez pas à poser la question aussi de savoir comment se sent la personne, quelle est son expression actuelle, quelle est son expression d'identité, parce que
bah, des fois vous apprenez encore un nouveau truc, et puis bah, vous ne savez pas, et puis c'est pas grave, et réutilisez les messages que vous donne la personne. C'est un petit papier qui date de 2017, qui est un entretien fait par des jeunes personnes, donc c'est des ados plutôt. Et donc, puisque l'idée c'était de faire accueil, voilà ce que les adolescents transgenres souhaitent que les médecins souhaitent que vous sachiez. La sexualité et le genre sont deux choses différentes, on l'a vu tout à l'heure. Alors, l'identité de genre, c'est vraiment personnel. La sexualité, c'est l'attirance. Ça n'a aucun rapport. Souvent, il y a cette question qui vient dans l'esprit. Si la personne va exprimer un genre différent de son genre, moi aussi je me mélange des fois, ça veut dire que, bah, est-ce que tu vas toujours aimer les filles, par exemple? C'est une question qu'on pose souvent quand il y a une transition. Voilà. Une personne transféminine, on va lui dire, mais tu étais avec une fille, ça veut dire que tu vas rester avec? Donc, on va avoir toujours cette réflexion personnelle qui va arriver par rapport à ça. Parler à des étrangers à propos de ces deux choses est inconfortable. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise aujourd'hui pour faire un topo, puisque je parle de choses qui sont personnelles. Les personnes non-binaires existent. Il y a des personnes qui ne correspondent à rien de connu parce que, en fait, leur expression, leur identité ne correspond pas à des choses que nous connaissons, c'est des choses qui leur appartiennent à elles. Les pronoms et les prénoms, c'est très important. Si vous vous trompez dans le prénom et dans le pronom, c'est comme si vous invalidiez la personne. C'est comme si vous disiez, c'est comme le mais. Je ne suis pas parce que mais. Donc c'est une façon de négativer la personne et de ce pourquoi elle vient. Donc ça, c'est très compliqué à vivre. Les organes génitaux, c'est très compliqué pour les personnes transgenres. Il y en a qui sont très à l'aise avec, et il y en a pour qui, franchement, c'est juste l'enfer. Donc, on n'a pas besoin d'en parler s'il n'y a pas besoin d'en parler. L'examen génital est inconfortable pour beaucoup de personnes qui viennent. Et donc là aussi, on va réadapter les choses au fur et à mesure pour que ça soit le plus léger et le plus simple possible. Les bloqueurs de puberté, alors on sort un petit peu du concept, et les hormones d'affirmation peuvent sauver la vie. Il y a encore un bel article du New England qui est sorti il y a 15 jours, qui montre que l'hormonothérapie, ça sauve des vies. Formez votre équipe aussi. Vous avez beaucoup de secrétaires qui font des boulettes parce qu'elles ne sont pas formées. Donc on va voir ça. Former, ce n'est pas compliqué. Il y a des associations qui font ça très bien. Former les équipes, c'est très simple. Si je suis déprimée et anxieuse, c'est pas parce que j'ai un problème avec mon identité, c'est parce que le regard de l'extérieur m'agresse et je me sens déprimée et anxieuse par le regard de l'extérieur. C'est pas parce que je suis d'une nature déprimée et anxieuse. C'est parce que pendant ma transition, je vais avoir des difficultés qui vont faire que le monde extérieur m'agresse. C'est pas parce que la personne est transgenre qu'elle est nécessairement dépressive, ou nécessairement anxieuse, ou nécessairement psychiatrique. C'est juste que c'est le regard de l'autre, extérieur, et la transphobie, qui transforme quelque chose qui devrait être simple en quelque chose qui peut être dépression, qui peut générer dépression, anxiété. Et puis, la dernière truc que veulent vous dire les personnes trans adolescentes, c'est vous me dites si vous êtes OK ou pas avec ça, si vous êtes OK ou pas pour me suivre. C'est une chose très amusante. Les interactions sont basées et pour les personnes, et pour les patients, et pour les médecins sur des stéréotypes cisgenres hétérosexuels. Et c'est compliqué de remplacer ces stéréotypes qui sont ancrés depuis l'enfance. C'est très difficile. Donc là aussi, on a un exercice à faire. Moi, c'est très, très amusant de voir le nombre de patientes qui me demandent quand est-ce que mon conjoint va arriver sur Paris. C'est pas un truc qui n'arrivait jamais, jamais de ma vie. Donc, on se retrouve même de la part de la personne en face de nous sur quelque chose qui est un indicible, c'est que forcément, une personne doit être cisgenre et hétérosexuelle. Et nous, dans notre façon de réfléchir, de poser des questions, on va faire des petits exercices, on va forcément poser des questions avec cette idée-là derrière la tête. D'accord ? L'individualisation, ça c'est important, et pour les minorités de genre, et pour les minorités sexuelles. On a une image préconçue des personnes cisgenres, transgenres, hétérosexuelles,
homosexuels, lesbiennes, gays. Et à partir de ces choses-là, on a envie de mettre les gens dans des cases. Genre, la personne transgenre est obligatoirement HIV, travailleuse du sexe, déprimée, alcoolique, tabagique et, je ne sais pas, toxico, par exemple. Parce qu'on a cette volonté de mettre les personnes dans des cases. Ou, par exemple, les personnes lesbiennes ont peu ou pas de sexualité, alors que les personnes gays en ont plein. Ça, c'est des représentations qui sont fréquemment ancrées dans nos esprits à nous, sur les groupes de personnes dans lesquels on met les gens en case. Donc, il faut individualiser, une personne est une personne. L'empathie. C'est compliqué, par exemple, pour un homme trans d'être dans un cabinet de gynéco, par exemple. Qu'est-ce que cette personne vit? Qu'est-ce qui est compliqué pour elle? Comment elle le ressent? Donc, ça, c'est des biais aussi. Essayer d'imaginer ce que vit la personne en salle d'attente, en consultation, face à la secrétaire, pour la prise de rendez-vous. Ce côté d'empathie va nous permettre, nous aussi, de limiter des choses sur lesquelles on est beaucoup maladroit au départ, quand on accueille ces personnes, parce que on n'a pas les repères, on ne connaît pas. Et puis souvent, on se fait des boulettes. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, non, ça ne va pas, vu ce qu'elle me raconte, je vais me mettre un petit peu en empathie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vit en fait? Et pof, tout simplement, les choses vont être naturelles et simples. La formation aux besoins des personnes LGBT+, on fera un tout petit peu de publicité à la fin de ce topo. Il y a un magnifique bouquin aux éditions Elsevier en collaboration avec le Collège des gynécos, donc c'est une semi-publicité puisque vous êtes là pour le congrès du collège. Paris Santé Femmes, c'est aussi organisé par le collège. C'est possible et c'est pas très compliqué. Vous avez plein de formations en formation continue qui se font aussi pour les soins aux personnes LGBT, donc ça, c'est pas difficile. Et une petite formation est toute simple. Augmenter les chances de donner des soins, c'est aussi d'avoir des contacts de personnes qui s'occupent de personnes de minorités de genre ou de minorités sexuelles. Là aussi, c'est pas compliqué. Former les équipes, vous avez des associations qui forment les équipes, comme nous sur Paris, on a à Outrance qui fait ça, qui forme les équipes professionnelles à accueillir les personnes transgenres. Et globalement, même si ça vous semble compliqué au départ, finalement, la réflexion sur ce type d'accueil, c'est la même que pour les personnes à mobilité réduite. On est dans la même idée. Si on est capable d'accueillir ces personnes dans leur globalité, c'est aussi un bénéfice pour toutes les autres personnes. Si je suis capable de m'extraire d'un certain mode de réflexion, comme si je suis capable d'organiser mon cabinet pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir, eh bien je rends service à la dame qui arrive avec sa poussette, par exemple. Si je suis capable de m'extraire des minorités de genre et des minorités sexuelles en me disant je suis capable de faire un accueil global, eh bien je suis aussi capable d'ouvrir la porte à une discussion qui peut rendre service à plusieurs personnes. Donc l'accueil des secrétaires, 1 heure, ça suffit pour les former. Ma secrétaire a fait énormément de progrès en 3 mois. Là. D'accord ? Et les personnes sont toutes contentes. Elle a 67 ans. D'accord ? Et elle trouve ça mais génial. Quoi. D'accord ? La salle d'attente. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc méga militant. Quoi. Donc 3 flyers et demi de chez Outrance, un pauvre poster avec des personnes différentes. C'est juste 2-3 trucs. Quoi. Ça peut suffire pour dire c'est OK, on peut en parler. D'accord ? C'est pas compliqué. Donc, genre un petit message, ici on accepte toutes les différences. J'avais vu des petits trucs avec des petits cœurs, avec des cœurs transgenres, des cœurs blancs, des cœurs noirs, des cœurs jaunes, des cœurs rouges, voilà, qui permettent un petit peu de dire bah, OK, c'est pas un souci, c'est pas non plus, c'est pas l'endroit où on fait que ça, c'est pas militant, c'est inclusif. Et ça, c'est possible aussi. Donc l'idée n'est pas de faire rentrer dans du communautarisme, bien au contraire, l'idée est d'inclure tout le monde. Les toilettes non genrées, c'est très compliqué pour une personne qui est en début de transition de se dire en fait, là, chez les garçons, c'est juste plus possible, j'ai trop la trouille, il faudrait que j'aille chez les filles, mais je passe pas encore nickel, on va me regarder, on va me trouver trop chelou. Donc des toilettes non genrées, il n'y a pas besoin de 12 000 cabinets, juste un. C'est un truc tout bête, mais ça peut rendre service. Puis il y a des personnes non binaires qui se sentent ni à l'aise dans un, ni à l'aise dans l'autre. Donc dans un hôpital, avoir juste un cabinet de toilettes non genrées, ça suffit. Dans un cabinet, nous, c'est simple, elles ne sont même pas genrées puisqu'il n'y a rien sur la porte. Donc les toilettes,
C'est facile. Thelma. Ouais, c'est bientôt fini. Et tu vois, je suis dans le petit truc vert. Moi, j'ai mon petit truc vert, je suis à 15 minutes, tout va bien. Appeler la personne. C'est toujours difficile en début de consultation de savoir, parce qu'on a un prénom, un nom, on ne sait pas si c'est le bon, on sait si c'est pas le bon nom, s'il faut dire bonjour monsieur, bonjour madame, c'est compliqué. Donc une fois que vous avez vu la personne la première fois, ce sera facile, vous l'aurez noté sur le dossier. Et puis après, si au secours, je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que la personne a rendez-vous à 16h15, elle sait qu'elle vient me voir moi, au fait, qui je devais voir à 16h15 ? Et hop, la personne se lève. Au bout d'un certain temps, vous aurez l'habitude parce que globalement, on se cache toujours, on met un bonnet, il y a un masque, il y a des trucs qui font qu'au secours, je ne me sens pas à l'aise. En salle d'attente, vous avez une idée de ce qui se passe, mais si des fois, on est très... Voilà, ma secrétaire est toujours étonnée en me disant « Mais au fait, venez pourquoi c'est fini, tout va bien, il n'y a pas de souci, c'était juste pour la consulte gynéco. » Il y a des gens qui se trompent des fois. Le monsieur ou madame, si vous n'êtes pas à l'aise aussi. Ça, c'est en consultation traditionnelle pour les gens qui voient tout type de hommes-femmes en médecine générale. Ou le prénom, quand c'est des prénoms non binaires qui sont choisis exprès, c'est facile, on évite le monsieur, madame, on dit juste le prénom, c'est facile. Donc dans les vocabulaires, utilisez les mots de la personne, parce que je vois bien que j'ai que 5 minutes et qu'il fallait que je rattrape le retard. Le vocabulaire neutre. Tu n'as plus 5 minutes. Comment ? Tu n'as plus 5 minutes. Oui, je vois ça, je me dépêche. Et donc là, je vous avais fait un petit... Là, c'est dans le bouquin, si vous avez follement envie d'acheter le livre, vous n'hésitez pas. Donc j'avais mis des exemples. Voilà ce qu'on fait d'habitude, nous, en consultation. Donc on fait du genré. Et comment on peut s'adapter dans le vocabulaire pour que ça soit facile. Et les formulaires que vous pouvez adapter aussi, avec 2 types de définitions. Une définition en 2 étapes qui a été proposée par je crois que c'est Sacramento, par rapport au questionnaire dans les formulaires pour dire il n'y a plus homme-femme, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous entendez. Et ça aussi, dans un formulaire, dans un questionnaire, ça veut dire ok, je suis d'accord à la conversation, je suis prête ou prêt à entendre ce que vous avez à dire. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, dans un accueil de transition, en fait, la demande, elle est rarement que médicale. La transition, c'est surtout social. C'est surtout comment on est vécu par les gens en face de nous, en fait. Et donc, il y a un soutien qui va être important. C'est assez compliqué, donc il ne faut pas vivre ça seul. Et puis, il y a tout ce qui va être non médical qui rentre en ligne de compte aussi quand on fait accueil. Donc, les démarches administratives, qu'est-ce qui rentre dans le hors hormones, puisque en fait, souvent, ce que les gens viennent nous voir, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chirurgiens de la transidentité ici. Il y aura plutôt des personnes qui vont faire accueil médical. Et donc, ça va être plutôt centré sur les hormones. Et classiquement, au jour d'aujourd'hui, dans les demandes des personnes jeunes, on est plutôt sur une transition par objectif. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Mais voilà, c'est un truc qui est assez facile à faire. La consultation est finalement, ça prend un petit peu de temps, mais c'est très très facile à faire. Pour vous rassurer, et j'adore cette phrase de Ainsi parlait Zarathustra, ils noircissent leurs os pour les faire paraître plus profondes. La transition médicale, c'est très facile. Ça n'a rien de compliqué. C'est que des traitements donnés depuis très longtemps. La seule chose, c'est que ce n'est pas exactement organisé de la même manière pour les mêmes personnes à qui on la donne d'habitude, mais c'est tout. Voilà. Et après, c'est une autre réflexion, c'est que le corps en lui-même, il est prêt à accepter ça. Donc voilà, c'est beaucoup de fantasmes, c'est pas compliqué et c'est facile à faire. La transition hormonale, c'est super facile. Et si vous voulez en savoir plus, puisqu'il faut que je sois pile dans les clous, je vous invite à acheter ce merveilleux livre qu'on a fait avec Philippe et Daniel pour avoir beaucoup plus d'informations. Vous en saurez beaucoup plus, notamment toute cette partie-là avec plein d'exercices pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis la transition hormonale qui est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Donc je vous remercie. Merci Thelma. On va donner tout de suite la parole à Madame Assoun qui va nous parler de contraception et avortement chez les personnes transgenres. La discussion aura lieu à la fin. Daniel, si tu peux rattraper le temps perdu, ça permettra de plus nombreuses questions. Il n'était pas perdu, il était un peu pris. Alors, merci. Donc, je poursuis sur ce sujet avec un petit focus sur la contraception et l'avortement. Et évidemment, ce que vient de dire Thelma est l'avant-propos idéal par rapport à mon topo.
C'est bien parce que ça peut raccourcir le mien. Alors, juste vous donner quand même quelques tendances démographiques récentes pour vous dire que si jusqu'à présent ça vous semblait un événement où des personnes que vous ne voyez pas, il est fort probable qu'à partir de maintenant, vous allez en voir, même si effectivement il y a plutôt des voies vers un certain nombre de gens qui sont un peu spécialisés, mais il me semble absolument important d'en savoir plus sur le sujet pour mieux accueillir ces personnes. Il y a donc une forte augmentation des personnes qui questionnent leur identité et une transformation socio-démographique. Jusqu'à présent, il y avait plus de femmes trans que d'hommes trans, mais là, la parité est en train de se faire actuellement. En tout cas, pour avoir un chiffre précis, mais qui évidemment est une sous-estimation, il y a actuellement 9000 personnes qui sont titulaires d'une ALD pour transidentité, soit 10 fois plus qu'en 2013. Alors ça implique évidemment des gens qui ont fait cette demande. Ça n'implique pas toute une population qui ne l'a pas fait, soit qu'elle ne veut pas, soit qu'elle ne sait pas que c'est possible. Les mineurs représentent 3% des titulaires de cette ALD, et 70% de ces bénéficiaires ont entre 18 et 35 ans. Le nombre de demandes, que ce soit des accords ou des refus de prise en charge de chirurgie, ont été multipliés par 4 entre 2012 et 2020. Et ces demandes ont reçu un accord dans une proportion de 62 à 74%, ça a dépendu simplement des années, et il s'agit dans 40% de chirurgie de masculinisation et 60% de chirurgie de féminisation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, contrairement à ce que parfois nous pensons, nous médecins ou professionnels de santé qui sommes quand même très hétéronormés, il y a dans la population LGBT des besoins en matière de planning et d'un accueil spécifique dont il est vraiment important, Thelma vous l'a dit, de prendre en compte. C'est vrai qu'on est peu formé à parler d'identité sexuelle, on est d'ailleurs peu formé en général à parler de sexualité, et donc, en plus, comme on a plutôt l'habitude de l'hétéronormé, c'est encore plus difficile. Et alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est d'envisager finalement qu'il y ait des besoins de contraception ou la survenue d'une grossesse dans cette population. Alors, c'est important aussi d'avoir les définitions, donc je vous redonne, parce que là je vais faire la contraception pour un homme transgenre. Un homme trans est une personne dont l'identité de genre est masculine, alors que le genre qui lui a été assigné à la naissance sur la base de l'apparence de son sexe est féminin. Alors, je répète, parce que c'est aussi un élément fondamental, ce qu'a dit Thelma, il y a une différence entre identité de genre et orientation sexuelle. Et Emmanuel Bopati, qui est un sociologue qui a travaillé sur les populations trans, dit bien que l'orientation sexuelle des personnes trans et non binaires sont complexes et en plus peuvent changer en cours de transition. Alors, on ne va pas revenir sur tous les tableaux, mais alors oui, voilà, je me suis trompée dans l'ordre des diapos. Alors, la question de la contraception concernant un homme transgenre se pose légitimement chez un homme transgenre ayant conservé son utérus et ses ovaires, qui a des rapports sexuels avec un homme cisgenre ou avec une femme transgenre pouvant produire ou émettre des spermatozoïdes. En fait, la transidentité n'implique pas automatiquement une chirurgie de réassignation. Et dans une étude américaine, de toute façon, tout ce que je vais vous donner comme études sont des études américaines, il n'y a pas d'études françaises. Faisant une étude américaine en 2015, seulement 14% des hommes transgenres ont eu une hystérectomie et une ovariectomie dans le cadre d'une chirurgie de réassignation. Alors, vous avez sur ce tableau, évidemment, toutes les éventualités possibles, mais il est clair que quelqu'un qui garde ovaire et utérus, il y a une possibilité de grossesse. Alors, ce qui est important de savoir, et ce dont il est important d'informer ces hommes, c'est les effets de la testostérone, puisqu'ils sont sous testostérone, sur la fertilité.
Alors, c'est vrai que la testostérone a un effet de feedback négatif, donc ça diminue les taux de LH et de FSH, mais ça n'est pas complet. Il n'y a pas une suppression complète. Quand on regarde des études histologiques de tissus ovariens d'hommes trans sous testostérone, ça montre des résultats un petit peu différents. On n'a pas encore énormément d'études. Et en tout cas, il a été décrit sur ces ovaires quelque chose qui ressemble au SOPK, au syndrome des ovaires polykystiques. Quant à l'effet de la testostérone sur l'endomètre, là aussi, on peut avoir soit une atrophie, soit une hypertrophie, c'est-à-dire pour l'instant des résultats qui sont encore un peu difficiles à évaluer. Alors, ce qui est important, c'est d'informer sur l'effet de la testostérone sur la fertilité, parce qu'il y a énormément d'idées fausses. C'est vrai que si la plupart des hommes trans, avec la prise de testostérone, ont une absence de menstruation en 1 à 6 mois, l'aménorrhée ne signifie pas obligatoirement l'anovulation. Et donc, dans une étude, 20% des hommes trans ayant eu l'expérience d'une grossesse étaient en aménorrhée sous testostérone au moment de la conception. Et en fait, il y a une sous-information sur cette question, puisque 15 à 30% des hommes trans considéraient la testostérone comme contraceptive. Mais également, les professionnels de santé ne sont pas beaucoup mieux lotis, enfin un peu mieux, puisque 5 à 9% ont déclaré avoir été conseillés par un clinicien sur l'effet contraceptif de la testostérone. Très franchement, avant de travailler sur ces sujets, je ne sais pas si j'aurais été capable de dire que c'est contraceptif, ou pas d'ailleurs. Il a fallu vraiment que je m'y penche là. Alors, quelles sont les options contraceptives pour un homme trans ? Bien, toutes les méthodes peuvent être utilisées sous réserve des contre-indications habituelles, bien sûr, et la prise de testostérone ne constitue pas une contre-indication à une contraception hormonale. Mais c'est vrai qu'on ne dispose pas de données pharmacologiques sur les interactions de la testo et des contraceptifs hormonaux, en tout cas pas suffisamment pour le moment. Il y a un autre élément qu'il convient de prendre en compte et de garder à l'esprit, c'est que la plupart des hommes trans vont éviter d'utiliser une contraception qui est peut-être la source d'une dysphorie, c'est-à-dire d'un manque de confort lié au genre. En particulier, ce qui est contradictoire, c'est d'utiliser des œstrogènes qui sont féminisants alors qu'on prend de la testostérone masculinisante. C'est aussi évidemment tout contraceptif qui va induire des mastodinies ou des saignements. Et puis, tous les contraceptions, enfin ça c'est plutôt les DIU, qui vont nécessiter un examen pelvien. Alors, les possibilités de contraception hormonale, bien oui, les œstroprogestatifs, c'est possible, et on peut même penser que si on utilise des œstroprogestatifs qui contiennent un progestatif androgénique, ça pourrait être mieux toléré. Mais on n'a pas d'éléments sur le risque thromboembolique, en tout cas pas à moyen et à long terme, et pas de données non plus sur le profil des saignements. Quand on donne les progestatifs seuls, comme le désogestrel ou la drospirone, l'avantage, c'est la réduction de l'abondance des règles, voire une aide à la survenue d'une aménorrhée, mais le risque, ce sont les spottings ou les métrorragies. Et en ce qui concerne la drospirone, ça pourrait être moins bien parce qu'il y a moins souvent une aménorrhée. L'implant a l'avantage de la longue durée d'action et d'une activité androgénique synergique avec celle de la testo et une aménorrhée prolongée. Mais on sait très bien, parce qu'on le sait chez les femmes cisgenres, que ces sources de saignement intercurrents, c'est souvent la cause quand même du fait qu'on retire les implants au bout de quelques mois. Injectable, à peu près la même chose, si ce n'est qu'il y a une il y a une récurrence des injections, donc un risque d'arrêter, et la possibilité d'une prise de poids qui peut s'associer à celle liée à la testostérone. Le DIU cuivre est évidemment possible aussi, avec comme inconvénient quand même la pause et l'examen pelvien, et puis le fait que ça peut augmenter l'abondance des règles ou aggraver les dysménorrhées chez des hommes transgenres qui décident de ne pas prendre de testostérone. Mais on peut penser qu'un homme trans qui est en aménorrhée n'aura pas plus de saignement avec un DIU cuivre que sans DIU cuivre.
Le DU au lévonorgestrel, en particulier, a privilégié celui à 52 mg, donc le Mirena, permet l'abondance des règles, voire la survenue, donc ça s'ajoute à la testo, mais évidemment, il y a la pause. Enfin, il faut penser et faire partie des propositions, comme pour les autres, la stérilisation avec une efficacité et un long terme, et évidemment, comme avantage, aucune interaction hormonale et la possibilité de faire une conservation de sperme. Quand on regarde la littérature, toujours américaine, 60% des hommes transgenres interrogés déclarent utiliser un moyen de contraception, en premier lieu les préservatifs, puis les contraceptifs oraux, et le choix de la méthode est en fait indépendante d'être ou pas sous testostérone. Alors, en ce qui concerne les avortements, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ben oui, il y a des avortements. On n'a aucune étude en France. Et on voit qu'une étude américaine montre que sur 1694 jeunes de moins de 30 ans, ayant une identité de genre et des orientations sexuelles multiples, 12% disent avoir eu une ou plusieurs grossesses, et 39% ont été menées à terme, 23% interrompues. 55% de ces grossesses n'étaient pas prévues, ce qui implique qu'il y a un vrai manque d'informations en termes de contraception, et près d'une personne sur 5 se percevait comme à risque d'une grossesse non souhaitée ou ne savait pas si le risque existait. Donc un vrai manque d'informations. Sur 32 hommes transgenres, sur 197 interrogés, ont eu une grossesse, là aussi, dont un certain nombre ont été menés à terme, et 12% étaient interrompus. Et là aussi, 30 participants, 16% d'entre eux, pensaient que la testo était contraceptive. Une autre étude rapporte... oui, alors c'est un peu la même chose, je vais aller vite parce que c'est un peu pareil. Alors, en ce qui concerne le choix de la méthode, une enquête montre que parmi 76 hommes trans ayant eu un besoin d'un avortement, 36% pensaient le faire sans supervision du tout. Là aussi, par crainte d'un mauvais accueil, et 19% l'ont effectivement fait sans aucune supervision médicale. Alors, l'avortement médicamenteux est plutôt préféré, plus confidentiel, moins invasif, et 1,3% des personnes préfèrent cette méthode qui leur permet d'éviter les interactions avec les professionnels de santé, mais aussi par peur d'être mégenrés, ou préfèrent l'avortement à la maison par crainte des manifestements anti-avortement, mais là, on est aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne les femmes transgenres, je rappelle qu'une femme transgenre est une personne dont l'identité de genre est féminine, alors que le genre qui lui a été assigné à la naissance sur la base de l'apparence de son sexe est masculin. La question de la contraception se pose légitimement chez une femme transgenre n'ayant pas eu de chirurgie de réassignation et donc n'ayant pas eu d'orchidectomie et pouvant produire ou émettre des spermatozoïdes lors des rapports sexuels, avec une femme cisgenre, avec un homme transgenre ayant conservé son utérus et ses ovaires. Alors, ce sont des personnes qui, en général, sont sous anti-androgènes plus œstrogènes, ou parfois seulement sous œstrogènes, ça dépend un petit peu. Et l'intérêt, c'est de voir aussi s'il y a un effet des œstrogènes sur la morphologie testiculaire. Oui, il y en a une. Et dans une étude publiée récemment, qui analyse l'histologie, chez 173 femmes trans, une spermatogénèse normale a été trouvée chez 11%, donc ce qui prouve qu'on n'arrive pas non plus à une azoospermie. Alors, autre élément qui rentre en compte, évidemment, c'est afin de maintenir une capacité d'érection et d'avoir des rapports avec pénétration, certaines femmes transgenres peuvent prendre un traitement soit à dose irrégulière ou faible, ou un traitement uniquement à base d'œstrogènes. Tout ça sont des éléments, évidemment, à prendre en compte. Donc, les options contraceptives, finalement, l'analogue de la LHRH, finalement, ne bloque pas complètement. Le préservatif, évidemment, c'est l'option de choix, et en plus avec la protection contre les IST, mais encore faut-il que la qualité de l'érection soit préservée. Enfin, là aussi, la vasectomie. Alors, pour terminer, je dirais, ce qui est absolument fondamental maintenant, c'est que, et ça on le sait parce que là il y a des études
française, c'est que les personnes LGBT en général et les trans en particulier rencontrent des difficultés d'accès à des soins adaptés et de qualité, d'autant que ces personnes sont surexposées à une précarité sociale et à des risques pour leur santé. En fait, dans les études, ça apparaît de façon claire, la crainte d'un accueil discriminant et maladroit des soignants et des soignantes, mégenrage, questions inadaptées, voire refus de prise en charge. Et Thelma vous a montré comment on peut faire, et on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en général. Et en tout cas, ces craintes expliquent un recours aux soins absent ou trop tardif. Et donc, aussi, essayer de comprendre mieux ce qui se passe et de mieux comprendre les personnes qu'on a devant nous. Vous allez me dire, on devrait faire ça avec tout le monde, quelles que soient les personnes, et ce n'est pas toujours le cas, même en dehors de la transidentité. Les professionnels de santé doivent éviter de préjuger de la possibilité, de l'intention ou du désir de grossesse en se basant uniquement sur le genre. Voilà, il y a donc nécessité d'une politique de santé inclusive. Le ministre de la Santé, en janvier 2022, a noté qu'il fallait intégrer dans la formation initiale des professionnels de santé des éléments de sensibilisation sur l'accueil des personnes trans. Donc maintenant, il faut que ça se mette en application. Alors, concernant le sujet que j'ai traité, il est clair que c'est dans les services d'orthogénie qu'on doit s'adapter en tenant compte de la fluidité et des diversités de genre et en utilisant, comme vous a montré Thelma, ces notices d'information et des dossiers et un langage plus inclusif. Merci. Voilà, et puis je fais la... Voilà. Et puis la pub pour notre... Et puis un peu de pub pour notre bouquin, évidemment. Merci. Daniel. Je vais inviter Thelma à venir te rejoindre pour répondre aux nombreuses questions qui ne vont pas manquer dans la salle. J'en vois déjà quelqu'un qui s'approche. Bonjour. Moi, j'avais une question un peu pratique. Avez-vous déjà été confronté à un refus de remboursement de la part de la sécurité sociale pour les hommes trans qui avaient fait un changement à l'état civil? Parce que nous, on a déjà eu ça. Et si oui, comment est-ce que vous l'avez géré auprès de la sécurité sociale? Pour l'IVG? Tu parles de l'IVG? De manière générale, même pour les consultations, on a eu des hommes trans qui ont eu des consultations de suivi gynéco, qui ont eu un refus de remboursement parce qu'ils avaient changé leur état civil. Ça dépend en fait des régions. Ouais. Moi, sur Paris, j'ai aucun souci en fait. Bah, c'était quelqu'un qui venait pas de Paris, effectivement, et c'est vrai qu'on savait pas comment, en tant que médecin. Voilà, il n'y a pas de souci technique. Enfin, c'est quoi? C'est ton JKHD qui passe pas, c'est ça? Ton frottis? Oui, c'était la consultation de suivi qui passait par... Ta consultation, c'est un CS, MPC, MCS, ça dépend comment tu l'es. De toute façon, ça passe, quoi qu'il arrive. Voilà, moi, je fais les examens gynéco de femmes trans qui sont toujours à 1 à l'état civil et ça passe nickel aussi. Donc, voilà. Pour les hommes trans et frottis, quand elles ont changé leur... C'est ça, quand il y a un changement d'état civil pour un homme trans, peut-être que le JKHD passe pas, mais je sais que dans certaines régions, il y a certaines caisses de sécurité sociale qui sont assez peut-être que tu t'assois sur 9,64 €, quoi. Après, oui, c'est pour les patients, quoi. En sachant que souvent, c'est des personnes qui choisissent l'autoprélèvement en plus. Oui. Donc, c'est vraiment un sujet mineur. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Et les JKHD que j'ai cotés, ils sont passés. Hein, donc, non, mais moi, ils sont pas. Alors, l'ALD, pour info, c'est très discriminant. Donc, moi, j'ai bien une personne sur 3 qui refuse les ALD. Hein. Nous, on les met pas en ALD, les patients. Parce que comme il y a une discrimination, et après, il y a, par rapport notamment à l'accès aux prêts, il y a des difficultés liées à l'ALD 31. Il y a pas mal de refus, en fait. Sachant que pour beaucoup, sauf pour la chirurgie, l'ALD n'est pas très utile, en vrai. Donc, j'ai beaucoup de refus. Okay. Merci, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? C'est juste pour la contraception, les études qui montrent qu'il y a maintien d'une ovulation, d'une spermatogénèse. Est-ce que c'est des gens qui avaient été traités par analogue de la GnRH petit ou pas? Ah, tu veux parler des Dutch Approach? Il y a très peu de Dutch Approach, même. Alors, l'approche hollandaise est une technique qui consiste à bloquer à partir du stade Tanner 2 les personnes trans enfants avant qu'elles fassent leur adolescence. C'est très, très, très minoritaire. Parce que
là, je suis interne. Hein. Mon Ouais. dernier stage, c'était à Toulouse et on faisait tout le temps ça, en fait. Et du coup, je me Je t'ai demande- pas entendu, excuse-moi. Mon dernier stage, c'était à Toulouse et on FSH à 12, c'est ça que tu dis? Et ils le font, ouais. Et du coup, je me demandais s'il y avait maintien ou pas. J'ai rien compris. Enfin, À je Toulouse, suis moi j'ai trop compris, petite, la désolée. FSH est à 12. Non, non. Si tu veux, donc moi, ça y est, Non, l'endocrino est reparti. C'est parce que là où j'étais passée donc, en stage, Ouais. donc c'était à Toulouse, ils le faisaient pas mal. Ouais. Et du coup, je me suis dit que ça allait venir de plus en plus et savoir si on devait vraiment leur prescrire une contraception ou pas. Donc après, l'idée c'est... Parce que je me dis que du coup, Ouais. les gonades sont pas matures. Après, j'y connais pas. Et après, c'est quelle est la sexualité des personnes Oui, aussi. oui, hein. c'est vrai Donc, que là, sur les je Dutch fais en Approach, général. en général, tu as des personnes qui sont souvent assez binaires dans leur réflexion. D'accord. Donc, il faut voir un peu le type de sexualité et comment tu t'adaptes. Hein. Mais moi, jusqu'à présent, j'en ai pas fait 12 000. La question s'est pas posée en vrai, hein, parce qu'elle se pose pas. Une dernière question. Oui, je me posais la question, pourquoi vous n'avez pas cité la contraception masculine? C'est-à-dire pour le donc pour pas que je fasse des Ah, les injections. Pas les injections, la méthode des températures, la suspension de. Alors, alors, faut savoir que oui, je les posais la femmes question. trans suspendent assez volontiers leurs testicules. Ça s'appelle le tucking, Ouais. qui est une technique pour essayer de ranger un petit peu la saucisse et ce qui Voilà. va avec. Et donc, en fait, c'est très variable aussi d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui souhaitent tucker, d'autres qui ne souhaitent pas du tout. Ça dépend vraiment du rapport qu'on a avec les organes génitaux. Oui, mais c'est une méthode de contraception. Oui, qui est on est acceptable d'accord. et qui pourrait être citée. Bien sûr. Ah non, mais c'est Voilà. pas un souci. Non, bien au non, contraire. mais je voulais On a juste- fait intervenir le garçon au début, bien pour cette raison. Mais en fait, il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout toquer pour des raisons de toucher aussi et qui sont compliquées. Donc, c'est une discussion à avoir pour les femmes trans. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que j'aimerais bien que... Enfin, moi, j'ai une petite réflexion comme ça. Je trouve qu'on prend beaucoup de précautions en disant les métroragies, ça ne va pas, etc. Et ce qui serait bien, c'est qu'on prenne toutes ces précautions pour la contraception pour toutes les 6. Ah ben, de toute façon, c'est ce que je disais. Hein. Ouais, mais ça me fait penser à ça. Toute réflexion sur les minorités, c'est le principe de l'intersectionnalité, hein, ça fait avancer tout le monde en fait. À partir du moment où on prend les bords et on se dit tiens c'est bizarre, les bords ça marche pas, et ben, une fois qu'on a gagné sur du bord, on gagne sur le reste. C'est pour les PMR, c'est pareil, et tout le monde a à y gagner en fait d'ouvrir sa réflexion, bien sûr. Moi j'ai énormément progressé, c'est impressionnant. Hein. Il nous reste à remercier les orateurs et le public. Et à vous donner rendez-vous à 16h30 pour une deuxième session qui sera non moins intéressante.